nous verrons ensemble que Germaine de Staël est exceptionnelle, et pourtant, comme vous l'avez peut-être lu dans le petit flyer qui lui était consacré, elle affirme quelque chose qui peut nous surprendre de sa part, puisqu'elle dit « l'histoire de toutes les femmes se ressemble ». Elle affirme ça dans son premier roman, enfin son premier grand roman, Delphine en 1802. Pourtant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne nous semble pas a priori que l'histoire de cette femme soit si anodine ou si commune. Elle nous semble même exceptionnelle, et en tout cas, son autrice mérite vraiment d'être connue et interrogée, et particulièrement aujourd'hui. Alors, c'est la fille chérie d'un des hommes les plus puissants de France, même s'il est suisse, et des plus riches d'Europe au moment de la Révolution, c'est le banquier Necker, que l'on voit ici. Elle est aussi l'enfant d'une mère brillante et autoritaire. Elle a donc bénéficié d'une éducation exceptionnelle dans le salon que dirige justement sa mère. Vous savez que la vie littéraire et intellectuelle de l'époque se nourrit de salons souvent entretenus, dirigés par des femmes et accueillant de nombreux hommes intellectuels. Elle a donc effectivement bénéficié d'une éducation tout à fait étonnante. Son intelligence aiguë l'a fait très jeune, on la voit ici. Alors, je crois que j'ai un problème avec qui me demande de rayer un élément de la liste, donc je vais lui dire de me le rappeler demain, mais je ne suis pas sûre que ça marchera. Si. Je ne peux plus bouger mon PowerPoint. Je vais essayer par là, peut-être que c'est là. Ça voilà, je vais le faire en manuel. Donc la voilà encore toute jeune enfant dans ce portrait, et très jeune, chacun s'extasie devant son intelligence. Elle s'intéresse à tout ce qui constitue le monde, la politique, la liberté, la science, plus tard un peu l'amour, le sort des femmes. Alors il est clair que malgré les tempêtes politiques, elle aurait pu demeurer dans sa cage dorée. Mais pour une part les circonstances historiques, mais surtout je crois son incroyable énergie, sa volonté de défendre les femmes, toutes les femmes, en commençant par elle-même, sa maîtrise des langues, sa tête politique, ses amours tumultueuses, tout contribue, comme tu le disais Nadine, à faire d'elle une femme éminemment moderne. Elle tient à être à la fois sensible et rationnelle, et à incarner aussi bien un certain esprit des Lumières que l'ouverture vers le monde romantique qui s'installe après la Révolution. Alors elle a été aussi très longtemps décriée, moquée, caricaturée en snob hystérique, mais tout de même la recherche contemporaine lui rend enfin la place qu'elle mérite, contestable sur certains points, mais en tout cas importante. Grâce aux textes republiés, aux outils historiographiques et culturels qu'on a davantage à notre disposition, on peut maintenant réfléchir à son destin, à ses goûts, à son esthétique, à ses positions sociales, politiques, philosophiques et même à sa création. Si Germaine de Staël a été une gloire à son époque, vraiment, et durant le mouvement romantique, elle est ensuite, comme on l'a dit, longtemps demeurée dans un oubli double et très profond qui est tout à fait typique de la plupart des autrices des siècles passés, y compris les plus célèbres, dans l'histoire littéraire telle qu'elle s'est constituée à la fin du XIXe siècle. Qui parmi nous sait par exemple que le deuxième roman français le plus traduit du XVIIIe siècle, avant l'apparition de la Nouvelle Héloïse, est Les Lettres péruviennes de Madame de Graffigny? Qui sait, et moi-même j'en suis tombée de l'armoire, comme en dirait d'autres, que en 1752, 35% des tragédies représentées sur scène en France sont écrites par des femmes. Je me croyais spécialiste du XVIIIe, je l'ai appris il y a 2 ans. Lançon,
Gustave Lançon, qui a été le grand fondateur de l'histoire littéraire française, méprisait profondément les femmes auteurs et les a constamment renvoyées aux oubliettes de l'histoire, en se contentant en général de citer à leur sujet quelques anecdotes, parfois même méprisantes. En tout cas, il leur reconnaît parfois de l'intelligence, ça il le fait pour Madame de Staël, mais en tout cas, aucun accès au génie. C'est ce qu'il dit à son sujet, qui ne peut être bien sûr que masculin. Il faut bien le reconnaître, ce ne sont pas les Français, mais plutôt les universitaires américains qui ont redécouvert ces autrices françaises du XVIIIe siècle, victimes donc d'un oubli double, ce qui est particulièrement vrai chez Madame de Staël, parce que d'une part, la pensée politique qu'elle a développée a toujours été considérée comme une simple copie de celle de son amant, Benjamin Constant. Et d'autre part, parce que sa création fictive, qu'on peut critiquer, a été déconsidérée dans une histoire littéraire qui fonctionne uniquement par grands mouvements, c'est-à-dire les Lumières puis le romantisme, et n'arrive pas bien à classer cette autrice qui n'est plus classique, mais qui n'est pas encore totalement romantique. Donc les anglo-saxons, qui n'ont pas la même tradition historiographique, ce sont eux qui nous ont ramenés à partir des années 70 Germaine de Staël dans la lumière. On peut citer avec Catherine Hassett, qui est spécialiste à Oxford et qui est la responsable de l'édition dans la Pléiade de Germaine. On peut citer avec elle aussi les critiques américains comme Madeleine Woodworth, Avril Goldberger ou Karina Smurlow. Et je tiens ce soir à rendre un hommage à cette recherche américaine à la fois érudite, curieuse, aujourd'hui systématiquement critiquée, caricaturée et mise en danger. Née donc en 1766, cette petite Minette, telle qu'on l'appelle, est élevée en France, au cœur du salon littéraire et artistique que Madame Necker, qui est née Suzanne Curchod, qui est la fille d'un pasteur, tient en son hôtel particulier. Lorsqu'elle a 10 ans, son père devient le ministre des Finances de Louis XVI. Ministre controversé, on l'a beaucoup accusé en particulier d'avoir masqué le déficit abyssal de l'État français, mais populaire. Et sa mère l'a tout de suite fait participer, elle est enfant unique, l'a fait participer à des salons avec l'élite intellectuelle de l'époque. Elle a croisé de nombreux gens de lettres, de sciences, qui fréquentent assidûment le salon de sa mère. En particulier Buffon, un autre grand bourguignon, Marmontel, Grimm, qui a publié, qui est l'ami de Diderot, l'anglais Edward Gibbon, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire romaine, l'abbé Raynal, qui sera l'inventeur du traité de la paix perpétuelle, ou encore Jean-François de La Harpe, qui sera justement un des premiers auteurs de l'histoire littéraire. À 14 ans, elle décide de monter son propre petit salon, qu'elle construit, et on vient rendre visite à Minette. Elle aime cela, elle est admirée pour sa vivacité intellectuelle à une époque, c'est aussi l'époque où on voit Mozart jouer comme enfant prodige, c'est une enfant prodige. Mais elle le vit justement aussi un peu difficilement, parce qu'elle est trop intelligente pour ne pas se rendre compte qu'elle est aussi le singe savant de sa maman. Elle va assez vite se trouver sa propre place, s'émanciper en écrivant, mais surtout en signant ses textes, ses essais, ses pièces de théâtre qu'elle publie dès 20 ans, ce qui entraîne de très fortes tensions avec justement sa mère, car celle-ci, qui pour une part en était convaincue et pour d'autre part répondait à la demande de son mari, comme tu l'as dit Joël, qui va finalement céder à sa fille plutôt qu'à sa femme, choisit de ne rien publier. C'est pourtant quelqu'un, sa mère est déjà une écrivaine, et actuellement on publie justement en œuvre complète le journal qu'elle a appelé Le Spectateur intérieur. Je trouve que c'est un très joli titre pour un journal personnel. Et elle précise quand même, elle se compare à un ver luisant. Les vers luisants sont à l'image des femmes. Tant qu'elles restent dans l'obscurité, on est frappé de leur éclat.
Dès qu'elles veulent paraître au grand jour, on les méprise et l'on ne voit que leurs défauts. Ce n'est pas à ce constat que va s'arrêter Germaine, sa fille. Donc, malgré tout, malgré ses écrits publics, celle donc qui a choisi justement ce qui n'était que son troisième prénom comme prénom de plume, marquant une distance, doit sacrifier à son destin de fille de haute condition et se marier, ce qu'elle fera, après avoir quand même éconduit quelques prétendants prestigieux, comme un fils de William Pitt, par exemple. À 19 ans, elle épouse un homme que voici. Est-ce que ça marche? Oui, non, j'allais en arrière. Oui, si je le tiens à l'envers, c'est normal. Voici donc l'homme qu'elle va épouser, donc le baron Stellhostein, et qu'elle épouse finalement, car elle le trouve assez bienveillant pour qu'il soit supportable, et assez fade pour ne pas la faire souffrir. Donc, en 1786, elle se marie avec ce baron qui a le statut d'ambassadeur de Suède et qui, bien sûr, a tout de même 17 ans de plus qu'elle. Alors, je ne vais pas vous faire une biographie détaillée de Germaine, d'abord parce qu'elle nous prendrait toute une soirée, d'autre part parce qu'entre ses voyages, ses amours, hier soir j'avais du mal à recompter le nombre de ses amours, j'ai arrêté. Ses exils, ses maternités, même là j'avais un petit souci, on y passerait trop de temps, et puis je refuse absolument de me plier finalement à la convention qui consiste trop souvent à raconter la vie des femmes célèbres et à s'intéresser aux idées des hommes célèbres. Donc je me concentrerai bien sur ces idées. On va juste noter qu'elle a voyagé par plaisir et par nécessité au fur et à mesure de ses exils tout son long de sa vie, qu'elle a visité toute l'Europe, qu'elle a eu 5 enfants, donc en 1787, une fille, Gustavine, qui meurt 2 ans plus tard, comme souvent à cette époque, en 1790, Auguste, puis son second fils, Albert, dont le père est le ministre Narbonne, que voici ici. Je n'ai pas trouvé de portrait d'Albert. Donc les 2 premiers étaient tout de même de son mari, le 3e enfant est donc du ministre Narbonne. Albert, qui aura d'ailleurs un destin assez tragique, ce sera le 2e enfant qu'elle perdra, puisque devenu officier suédois, il est mort en 1813 en duel. Elle aura ensuite Albertine en 1797, qui elle est la fille de Benjamin Constant, dont on voit ici le père elle-même avec sa petite fille quelques années plus tard. Et enfin, bien plus tard, en 1812, à 46 ans, elle aura un dernier fils qui a été longtemps tenu secret. Alors là, Joël nous a déjà expliqué pour ceux qui étaient là, enfin c'est assez compliqué. Fils qu'elle a eu avec un homme qu'on nomme John Roca en tout cas, que l'on voit ici, Albert Jean-Michel Roca en général, en réalité, qui est un jeune voix de 22 ans plus jeune qu'elle. Donc la liaison a été relativement tenue secrète au moins un temps, et que l'on a longtemps pris pour un petit giton de Madame. Or, on a retrouvé il y a quelques années un journal des guerres napoléoniennes qu'il a écrit, puisqu'il est allé à la fois en Espagne et en Autriche dans l'armée napoléonienne, et il en a fait un portrait que les Suisses viennent de rééditer, un tableau qui est tout à fait édifiant par son pacifisme, par sa réflexion sur la cruauté et l'inutilité de ces guerres napoléoniennes censées apporter la libération des peuples. Il y a donc une véritable complicité intellectuelle, ce n'est pas là non plus une simple, j'allais dire, un simple caprice de la part de Madame de Staël. Bon, il faut bien reconnaître qu'on a tout de même le sentiment que la maternité
pour Germaine de Staël n'était peut-être pas son principal dette. Et Tadette, il est difficile de retrouver, par exemple, à part peut-être un peu dans ses romans, les sentiments qu'elle éprouve lors des décès de ses enfants, etc. Elle fonctionne en fait comme une grande aristocrate du XVIIIe, dont on sait que la maternité n'était pas aussi essentielle qu'on peut le penser. Et puis sans aller jusqu'à partager la vie de Simone de Beauvoir, qui était attachée à Madame de Staël, et qui affirme qu'elle accouche comme elle mène ses discussions, tambour battant. Il faut effectivement comprendre que Madame de Staël a été plus une intellectuelle et une amoureuse, peut-être qu'une mère. En tout cas, j'ai renoncé, donc je vous l'ai dit, à compter ses amants. Les deux plus importants, le plus important, celui avec lequel elle a eu le plus d'échanges, mais elle a eu beaucoup d'échanges politiques aussi avec le comte de Narbonne, demeure Benjamin Constant. Benjamin Constant qui va plus ou moins la trahir, alors secrètement en écrivant Adolphe, une autofiction qui n'a pas été publiée de son vivant, dans laquelle elle a été peinte en une Éléonore, qui est un peu despotique, et je pense qu'il la craignait tout de même un peu, puisque finalement il s'est marié secrètement en 1808 avec une autre femme. Il faut dire qu'à cette époque, de toute façon, elle avait d'autres amants, et que c'était elle qui a fait refuser de l'épouser à la mort de son mari en 1802. Donc c'est une femme fort libre, même si elle a au moins pour sa descendance respecté les conventions sociales par de bons mariages, etc., au point qu'on peut, pour une part, l'accuser d'hypocrisie. Germaine de Staël, en tout cas, s'est bien pensée en femme et en mère, mais d'abord en femme, et elle n'a jamais cessé de se penser comme femme au milieu de la condition des femmes. Vous vous souvenez de la première citation que je vous ai donnée. On peut penser que ces premières réflexions globales sur la condition sociale et politique des femmes se sont cristallisées, c'est le premier texte sur lequel j'ai travaillé, sur une figure pourtant elle aussi a priori exceptionnelle, celle de la reine de France, et en 1793. Lors du procès de cette dernière, alors que Germaine de Staël a quitté la France, a émigré assez tardivement, en 1792, non pas au début de la Révolution, Germaine va publier anonymement un court texte intitulé « Réflexion sur le procès de la reine ». Et il a été réédité en 1996, vous pouvez le trouver, par Chantal Thomas, qui est une grande chercheuse, écrivaine spécialiste du XVIIIe siècle, et qui a fait sa thèse sur un ouvrage qui s'appelle « La reine scélérate », dans lequel elle s'était intéressée à tous les libelles adressés contre Marie-Antoinette, et où elle montrait qu'un combat politique qui était tout à fait légitime contre la royauté absolue s'était transformé en une chasse à l'étrangère et à la femme, et en des libelles qui accusaient systématiquement la reine d'une sexualité débridée et même monstrueuse. Recentrée, le combat sur les femmes ne se fait jamais sur leurs idées ou leurs actions politiques, mais bien sur leur état d'être à méditer. Et on peut penser que ces deux caractéristiques qui ont vite fait haïr, entre autres, Marie-Antoinette, le statut d'étrangère et le statut de femme libre, qu'elle était certainement d'ailleurs beaucoup moins que Madame de Staël, ont pu la toucher, puisque même si elle n'a jamais été soupçonnée d'inceste, elle a quand même été largement critiquée pour ses mœurs. On peut donc envisager un véritable phénomène d'empathie, qui est lié aussi à une proximité biographique. Son père, elle connaît la reine, même si elle ne la fréquente pas, et qu'elle se fâche très vite avec elle, avec cette royauté, même si à un moment elle envisage de les sauver par un kidnapping. En réalité, Marie-Antoinette ne lui fait aucune confiance. Il est donc intéressant de constater que ce texte, publié en Suisse et en Angleterre, a été signé par une femme. Et ce qui m'intéresse, c'est que dans ce libelle, Staël indique très clairement qu'elle ne veut pas rentrer dans une défense judiciaire et politique qu'elle laisse à l'histoire. Elle veut plutôt, dit-elle, développer une forme d'empathie nourrie par des sentiments
et par une réflexion, puisque pour elle cela n'est jamais contradictoire, sur la spécificité du sort de la reine en tant que femme. Et elle dénonce tout d'abord le fait que la calomnie s'est attachée à poursuivre la reine, même avant cette époque où l'esprit de parti a fait disparaître la vérité de la terre. Sa défense, qui est peu convaincante sur le plan politique, puisqu'elle en réduit l'influence, à mon avis, à tort, est plus intéressante quand elle dit que justement, elle ne pourrait être exécutée, puisque contrairement au roi, Marie-Antoinette n'a pas occupé de fonction politique réelle ni symbolique. Si elle est condamnée, selon Stahl, c'est du fait de son statut de femme et de sa position de dominée dans l'espace public, obligée à la fois d'être une femme publique, avec tout ce que ça implique, et de se contenter d'un rôle domestique. Et c'est cette tension qui doit toucher toutes les femmes. Elle le dit, alors dans le ton lyrique de l'époque, « Je reviens à vous, femmes immolées toutes dans une mer si tendre, immolées toutes par l'attentat qui serait commis sur la faiblesse, par l'anéantissement de la pitié. C'en est fait de votre empire si la férocité règne, c'en est fait de votre destinée si vous ne pouvez pleurer. » Et je crois qu'elle perçoit ici fort assez bien combien la Révolution demeure profondément hostile à une véritable émancipation complète et politique des femmes. On peut trouver dans ce texte, et puis dans d'autres textes, des propos qui laissent à penser que Germaine de Staël garde des préjugés de son temps. Elle dit souvent, ne cesse de proclamer que la femme est plus heureuse lorsqu'elle se contente d'une vie domestique, en tout cas d'une vie non publique. Elle peut même en tracer un portrait extrêmement conservateur, par exemple dans De l'Allemagne, une femme perd de son charme, non seulement par les paroles sans délicatesse qu'elle pourrait se permettre, mais par ce qu'elle entend, par ce qu'on ose dire devant elle. Au sein de sa famille, la modestie et la simplicité suffisent pour maintenir les égards qu'une femme doit exiger. Difficile ce passage en ce mois de mars 2026, mais mon honnêteté intellectuelle m'obligeait à le citer. Alors Germaine il faut la lire jusqu'au bout. Je vous lis la suite. Elle ajoute, « Au milieu du monde, il faut plus encore l'élégance de son langage et surtout la noblesse de ses manières, une forte dignité qui seules peuvent commander efficacement le respect. » C'est que la vie publique d'une femme est toujours un combat. La vie privée à laquelle elle peut se limiter est plus douce. Mais il ne s'agit pas là d'une nécessité biologique ou psychologique pour les femmes. C'est une construction culturelle. Et oui, on va dire le mot, une contrainte de genre qui leur est faite. Germaine de Staël aura constaté toute sa vie que la société n'accepte pas que les femmes s'engagent dans le débat public et qu'elle leur fait souvent payer très cher cet engagement. Et enfin, que cet engagement pour une liberté de parole et d'action ne peut se faire qu'au prix d'un bonheur individuel. On se rappelle que sa mère ne voulait pas publier. Et si la femme artiste est déjà critiquée, la femme savante, intellectuelle, qui ne peut être qu'une piètre imitation du vrai philosophe mâle, l'est encore beaucoup plus quand elle réfléchit à la politique. Et l'on peut lire à ce sujet deux livres passionnants que je vous ai mis ici, de Florence Lautry, Le genre des Lumières, et l'édition de Martin Wright sur femmes et littérature. Et c'est bien dans ce cadre de réflexion qu'il faut lire la citation la plus célèbre de l'autrice que je suis persuadée que vous connaissez, qui en réalité a été notée dans son journal en 1810. La gloire n'est pour une femme que le deuil éclatant du bonheur. Souvent, on ne retrouve que la gloire n'est que le deuil éclatant du bonheur. Et donc, cette citation est vraiment à associer au choix biographique d'écriture qu'elle a elle-même réalisé au prix d'un bonheur domestique simple qui, de toute façon, à mon avis, l'aurait bien vite ennuyé, mais auquel elle sait qu'elle a tout de même renoncé. Donc, c'est une problématique essentielle pour une femme dont tous les témoins qui l'ont croisée, ses amis, ont par ailleurs affirmé sa grande sensibilité, sa passion et son côté de grande amoureuse passionnée. On retrouve cette tension dans ses romans,
que vous trouvez en poche, qu'on peut voir comme des autofictions, et qui ont été de très grands succès. Par exemple, le roman Delphine, qui a été publié les 8 et 14 1802, donc à Lausanne, à Paris et en 2 parties, fait l'objet d'un commentaire d'un diariste, d'un journaliste de l'époque, Roederer, qui dit « Savez-vous pourquoi les fiacres se plaignent de n'avoir rien à faire depuis 2 jours? C'est que tout Paris est renfermé pour lire le nouveau roman de Madame de Staël. » Donc, sous une forme épistolaire qui est très en vogue, le récit se déroule à Paris entre 1789 et 92. Delphine, qui est une jeune veuve, doit arranger le mariage d'une de ses parentes, Mathilde, avec Léonce de Mondoville, mais pas de chance, et là on sent l'autofiction. En fait, elle tombe amoureuse du fiancé qu'elle offre à son ami. Et c'est un amour qui va devenir un adultère, qui est présenté dans tout son plaisir physique, et qui évidemment est finalement condamné par les convenances de l'époque, et l'histoire se termine par le suicide de Delphine. Alors le livre évoque aussi les troubles révolutionnaires. C'est peut-être le plus intéressant, les effets de la Révolution sur les destins personnels, mais je dois vous avouer qu'il use d'un ton si pathétique qui m'a quand même semblé très désuet, très long. Le point aussi intéressant, c'est qu'il pose la question du divorce et justement de cet incessant jugement social qui s'incarne sur les femmes. Son second roman va plus loin et peut-être encore plus autofictionnel, puisqu'il montre les contradictions auxquelles est soumise une femme artiste qui peuvent la détruire. Publié en 1807, alors on voit ici par exemple Germaine de Staël qui a été peinte par Elisabeth Vigée-Lebrun en Corinne, hein, puisque le livre s'appelle Corinne, publié en 1807. Et donc on voit bien que Corinne est une sorte de représentation de Germaine. Donc, pendant l'hiver en 1794, Lord Nelville, qui est un père d'Écosse, part en voyage en Italie parce qu'il vit mal le deuil de son père. Germaine de Staël, quand elle n'a pas été occultée, a été largement caricaturée, même si on peut lui reprocher plein de choses. J'en parlerai dans un dernier temps. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle était très sensible aux critiques haineuses qui lui étaient adressées déjà à son époque, mais qu'en réalité, même si elle en pleurait beaucoup, ça ne l'a jamais convaincue ou fait renoncer pour autant au comportement qu'elle adoptait. J'en pleure, mais je continue. Donc, évidemment, on le sait, on va l'accuser, alors on va lui trouver un terme pour la désigner, on va dire d'elle que c'est une hermaphrodite. Un tel esprit masculin dans un corps féminin, pourtant je vous rappelle qu'elle est la mère de 5 enfants, hein, mais ça ne suffit pas par rapport. Et donc en particulier, lorsqu'elle publie Delphine, qui parle beaucoup, Delphine c'est elle, et donc c'est aussi l'intellectuel qui résonne sur sa vie, Talleyrand, je vous ai mis un portrait, qui a été son ami lorsqu'ils étaient tous les deux en exil à Londres, mais qui a été un ami ingrat dès qu'il est devenu l'âme d'ami de Bonaparte, dit au premier consul, c'est à ce moment-là qu'il la déteste, « Oh, il semble bien que Madame de Staël a écrit un roman dans lequel elle et moi sommes travestis en femmes. » Donc c'est les mythes de l'hermaphrodite intellectuelle. Comment peut-elle avoir un tel esprit dans un corps de femme? Nous sommes en 1802, je vous rappelle. En effet, on ne peut pas convoquer Germaine de Staël sans parler de son ennemi intime et surtout politique que fut Napoléon Bonaparte. Donc elle l'a rencontré pour la première fois en 1797, quand elle espère encore qu'il refondera une république stable, régime auquel elle tient énormément. Elle n'est jamais revenue à l'idée d'une... Elle pense que toute monarchie constitutionnelle sera un échec après la Révolution, mais elle espère une république moderne. Évidemment, dès le coup d'État du 18 Brumaire, en 1799, les ennuis commencent. Alors, on sait que leurs rencontres se sont très mal passées et que même sur un plan humain, ils ne se supportaient pas. Mais là, elle va quand même essayer de comploter contre le premier consul avec Bernadotte, et donc elle est interdite de séjour à Paris. Elle a toujours, en revanche,
tenter de rentrer en grâce, mais surtout de rentrer en France. Elle va voyager en Suisse, en Allemagne, à Coppet, en Italie, à Vienne. Et on a souvent dit que les relations entre Bonaparte et Madame de Staël relevaient d'un amour déçu et d'une hystérisation de leur rapport, du fait de cette dernière. Ça me semble une lecture abusive. Je suis certaine que Madame de Staël a espéré séduire Bonaparte, mais d'abord pour le convaincre de la nécessité d'une véritable république libérale, et à laquelle, évidemment, on sait que le général Bonaparte ne s'est pas montré vraiment attaché au cours de sa carrière politique. Et c'est évidemment aussi renoncer à penser que si cette femme intellectuelle a été aussi malmenée par Bonaparte, c'est au moment où la politique de patriarcat que remet en place le consul dans le Code civil en 1804 est en pleine ascension. Ce qu'elle avait déjà senti comme tendance à ne pas faire des femmes des citoyennes n'est ici que confirmé à la fin de la Révolution. Et la polémique que déclenche la publication de Delphine, polémique dont on sait maintenant qu'elle a été menée par un journaliste qui s'appelle Joseph Lévy, qui en fait était un correspondant secret de Napoléon. Vous savez qu'il avait des correspondants secrets. Voilà ce qu'il en dit et ce qu'il écrit dans le Mercure de France. Delphine est une tête exaltée, elle est philosophe et déiste, comme si c'était l'horreur. Et ce qui est pis, elle est si bavarde qu'elle parle toujours la première. Parler est pour elle le bonheur suprême. Parler, c'est donc réfléchir. Ce caractère existe et Madame de Staël a pu le peindre, c'est le sien. Mais elle a eu tort de croire qu'une femme pareille inspirerait de l'intérêt. Voilà Rabelais pour l'hiver. Et cette tension va s'accentuer encore avec l'instauration de l'Empire. Et Las Casas, dans le mémorial de Sainte-Hélène, dit que parfois Napoléon revient irrégulièrement, mais de temps en temps avec ironie, sur le rôle politique néfaste qu'aurait joué Staël. Sa demeure à Coppet était devenue un véritable arsenal contre moi. On venait s'y faire armer chevalier, elle s'occupait à me susciter des ennemis, elle me combattait elle-même. Qu'elle le combatte certainement. Faisait-elle armer des chevaliers? J'en suis moins sûre. Mais la remarque s'accorde avec une autre formule de l'époque qui donne 3 ennemis à Bonaparte, l'Angleterre, l'Autriche et Madame de Staël. Bon, c'est vrai qu'elle a intrigué, hein, elle a intrigué en mêlant parfois un peu de complaisance, un petit peu, puis après des menaces, puis de toute façon elle ne peut pas finalement s'empêcher de dire ce qu'elle pense, donc elle est renvoyée évidemment dans ses pénates. Et donc évidemment l'exil est doré, hein, on ne va pas forcément plaindre beaucoup l'exil de Madame de Staël par rapport à d'autres, mais elle a réellement souffert du manque de Paris. Mais surtout, elle a continué à dénoncer, quoi qu'il en soit, la force illibérale, pourrait-on dire, du régime napoléonien. Le plus grand grief de l'empereur Napoléon contre moi, c'est le respect dont j'aurais toujours été pénétrée pour la véritable liberté, dit-elle. Et même si la remarque attribuée au premier concile, selon laquelle cette femme apprend à penser à ceux qui ne s'en aviseraient point ou qui l'auraient oublié, est certainement apocryphe et peut-être même un peu inventée par l'intéressé, il reste que dans ces textes, y compris dans ces textes publiés du vivant de Bonaparte, elle déteste, elle affiche une attitude libérale et elle affiche sa profonde détestation des pratiques politiques, alors des militaires en général et de Bonaparte en particulier. Voilà ce que l'on trouve dans de la littérature, donc, publiée en 1810. A priori, ouvrage bien éloigné du sujet. Voilà ce qu'elle annonce. Je ne sais pas si vous pouvez le lire, mais je vais vous le lire rapidement, au moins vous laisser lire. Donc, elle annonce dans cet ouvrage, un peu dans la lignée de l'essai sur les mœurs de Voltaire, qu'elle s'intéresse à la place centrale à la littérature comme indice de civilisation. Et elle reconnaît sa dette à l'égard de Voltaire, et puis elle dit « Je voulais montrer le rapport qui existait entre la littérature et les institutions sociales de chaque siècle et de chaque pays. Et ce travail n'avait encore jamais été fait dans aucun livre existant. » On retrouve là la modestie de Madame de Staël, mais enfin, elle n'a pas tort.
C'est le premier livre qui fonde les études culturelles. Dans cette histoire culturelle générale, donc, elle s'interroge sur les conditions politiques d'émergence des types de littérature, des esthétiques qui sont choisies, et sur l'influence qu'elles ont également, dans l'autre sens, sur les exigences sociales et politiques des lecteurs. Comment la société influence la littérature, comment la littérature peut influencer et renouveler le regard des lecteurs. Donc, dans son discours préliminaire, elle présente la force positive de la littérature en écharpant, donc comme vous le voyez, son ennemi politique. La seule puissance littéraire qui fasse trembler toutes les autorités injustes, c'est l'éloquence généreuse. C'est la philosophie indépendante. L'influence trop grande de l'esprit militaire est aussi un imminent danger pour les États libres. Et l'on ne peut prévenir un tel péril que par les progrès des Lumières et de l'esprit philosophique. Donc, elle dit, bon, une première fois pour l'esprit militaire, je vous laisse lire la suite. La considération alors ne serait pas exclusivement attachée aux exploits militaires, si on avait un peu plus de lecteurs, ce qui nécessairement expose la liberté. Revelant, la discipline bannit toute espèce d'opinion parmi les troupes. À cet égard, leur esprit de corps a quelque rapport avec celui des prêtres, qu'elle déteste aussi. Il exclut de même le raisonnement, en admettant pour unique règle la volonté des supérieurs. J'ai adoré cette dernière phrase. L'exercice continuel de la toute-puissance finit par inspirer du mépris pour les progrès lents de la persuasion. L'enthousiasme qu'inspirent des généraux vainqueurs est tout à fait indépendant de la justice qu'ils soutiennent. J'ai imaginé Germaine de Staël devant sa télévision il y a près de 2 semaines. Ailleurs, elle est moins générale, si j'ose dire, puisque dans ses considérations sur les principaux événements de la Révolution, qu'elle ne publie pas de son vivant, là, elle est un peu plus prudente, Bonaparte n'est pas seulement un homme, mais un système. Il faut donc voir en lui un grand problème, dont la solution est importante pour la pensée de tous les âges. Donc on le voit. Alors, ce qui est formidable chez cette génération romantique, qu'on a souvent présentée comme profondément désabusée à la suite des horreurs de la Révolution française, c'est qu'elle ne cède pas au pessimisme général. Je voulais faire une comparaison avec un auteur dijonnais, mais je vois le temps avancer, et certainement vos estomacs aussi. Donc je vais passer sur cette comparaison, mais je voudrais revenir avec Gabriel Péniaud, qui a été le conservateur de la bibliothèque de Dijon, qui a écrit un très beau texte, et qui lui, au contraire, s'est réfugié dans les bibliothèques, justement, pour ne plus penser au flot de sang qu'il évoque. Et elle, au contraire, donc le voici, mais je vous laisserai l'occasion. Voilà comment elle va défendre son optimisme fondamental. C'est un optimisme de volonté. C'est un optimisme qui ne nie pas la tragédie historique, mais qui considère que celle-ci, comme tout le reste, elle ne cherche pas à revenir à un monde ancien, elle le voit comme un support à plus. Elle se plaint d'ailleurs de cet état d'esprit. La plupart de ceux qu'on retrouve, donc les gens qu'elle retrouve donc ça, elle le dit en 1800. Après des années de révolution, contristent votre cœur, en impose à votre talent même, non par leur supériorité, mais par cette malveillance qui ne cause de la douleur qu'aux âmes douces et ne fait souffrir que ceux qui ne la méritent pas. Enfin, relevons-nous sous le poids de l'existence. Ne donnons pas à nos injustes ennemis, à nos amis ingrats, le triomphe d'avoir abattu nos facultés intellectuelles. Quelle très belle connaissance du cœur humain et des fonctionnements de groupe. Mais voilà encore comment elle affirme son optimisme. Elle s'énerve. Et on entend le ton presque. Mais la Saint-Barthélemy commande-t-elle l'athéisme? En disant, c'est pas parce qu'il y a eu une révolution sanglante que... Mais la Saint-Barthélemy commande-t-elle l'athéisme? Mais les crimes de Charles IX et de Tibère ont-ils à jamais proscrit le pouvoir d'un seul homme dans tous les pays? De quoi les hommes n'ont-ils pas abusé? L'air et le feu et la nature entière est entre leurs mains un moyen de destruction. En résulte-t-il qu'il ne faille pas accorder à ce qui est bien le rang que ce qui est bien mérite? Et faut-il dégrader toujours plus l'espèce humaine
à mesure qu'elle abuse d'une idée généreuse. On dirait que les préjugés, les bassesses et les mensonges n'ont jamais fait de mal à l'espèce humaine, tant on se montre sévère pour la philosophie et la liberté. Elle a raison. Je trouve ça magnifique, cette confiance malgré tout. Et donc, merci, je trouve, à cette femme combative de nous rappeler tout particulièrement l'essence despotique de tout ce qui refuse la pensée, de tout ce qui refuse la révolte, et qui profite d'un scepticisme généralisé pour favoriser tous les obscurantismes. Donc, je vais conclure rapidement. Quand même, et peut-être que ce sera l'occasion de notre débat d'ailleurs, on peut reprocher à juste titre à Madame de Staël une vision très peu sociale du monde qui l'entoure, une absolue ignorance d'un peuple qu'elle n'a jamais dû voir autrement que derrière ses vitres de carrosse. Le répertoire des émotions tel que l'a défini l'historien américain Timothy Tackett, par exemple, ne semble pas non plus faire partie de son questionnement. Il n'y a pas non plus la moindre mise en question des enjeux de la propriété économique. Et si elle a été revalorisée, c'est plutôt par l'historiographie furettienne que par celle des Lumières de gauche. Mais, et c'est vrai que, d'ailleurs, une des raisons, puisqu'en bonne protestante, par exemple, en bonne fille de Fambier, n'a jamais renoncé à récupérer la créance à l'État français de 2 millions de son père Necker, notre Joël Pogé a parlé, et nous avons eu donc l'occasion de faire une conférence sur Madame de Staël et Henri Guillemin, en tant que chrétien de gauche, alors ça déteste ça, et elle lui en a beaucoup voulu. Donc on peut effectivement considérer que la pensée de Madame de Staël n'est pas complète, mais en tout cas, elle est loin d'être parfaite, et même pas toujours totalement lucide, mais elle a pour moi l'immense qualité de poser en des termes généreux quelques questions essentielles de nos temps. Quelle place fait-on à la liberté de tous les êtres humains ? Une véritable pensée ne se construit que dans l'adversité et par le courage. On peut avoir des failles, on avance avec ses propres contradictions. Et il est quand même intéressant que l'un de ses derniers ouvrages soit une interrogation sur le suicide, où elle commence par évoquer elle essaye de rentrer dans la logique de celui qui souhaite se suicider, dans la mélancolie, etc. Et puis évidemment, elle lui dit non, mais non, il faut rester vivant. Et voilà comment je trouve que cette belle capacité, et ce sera mon dernier point, j'aime beaucoup cette gravure, qu'elle a à la complexité et au courage. La douleur est un des éléments essentiels, nécessaires de la faculté d'être heureux. Et nous ne pouvons concevoir l'une sans l'autre. La vivacité de nos désirs tient aux difficultés qu'ils rencontrent, l'ébranlement de nos jouissances à la crainte de les perdre, la vivacité de nos affections aux dangers qui menacent les objets de notre amour. Le véritable enthousiasme doit faire partie de la raison, parce qu'il est la chaleur qui la développe. Peut-il exister une opposition entre deux qualités naturelles à l'âme, et qui sont toutes deux les rayons d'un même foyer? Quand on dit que la raison est inconciliable avec l'enthousiasme, c'est parce qu'on met le calcul à la place de la raison et la folie à la place de l'enthousiasme. Il y a de la raison dans l'enthousiasme et de l'enthousiasme dans la raison. Merci.